en forme? Yes! Plus de Des collègues qui amènent ça commence à donner. de bouteilles. Fait que, Bon. Alors, première petite conférence. C'est parti. Rien à rajouter. Méchante intro. Hey, bon matin, gang, j'espère que vous êtes en forme. Ça va être une petite affaire costaud. Alors, mesdames, messieurs, condisciples de l'occulte et les autres, bon matin. Je m'appelle Freya Dorfer, j'enseigne à Victoriaville et je suis aussi accidentellement une femme trans. J'ai pas le temps pour une intro, mais bon, des étudiantes et des étudiantes gays et trans ou non-binaires, on en a dans nos cours. Les premiers à hauteur de 2-4 par groupe et les seconds font environ 1% de la population générale. La transitude est aussi un sujet très discuté et tellement mal discuté et polarisant dans nos sphères publiques occidentales, aux États-Unis particulièrement, où les conservateurs, statistiquement parlant, ne se la ferment pas une seconde à ce sujet. Parenthèse, l'American Civil Liberties Union surveille en ce moment 491 lois discriminatoires envers la communauté LGBTQIA2S+, en voie d'être passée, et les personnes trans sont les plus grandement affectées. Que veut dire bien aborder ces enjeux dans nos classes dans ce contexte? Je veux faire deux choses ici. Premièrement, vous donner les bonnes clés d'interprétation puis les concepts adéquats pour parler de genre. Par contrainte de temps, je me contenterai de poser les bonnes questions, d'indiquer le chemin et de vous faire confiance pour bien le réfléchir. Deuxièmement, vous donner quelques petits trucs que j'ai développés dans ma propre pratique enseignante au cas où ça puisse vous inspirer. Alors, je change un peu de sujet par rapport au reste du colloque. Cette présentation n'aura de grec antique que le côté vigoureusement gay de la chose. Je commence avec une parole de Derrida citant Nietzsche qui peut nous servir de mise en garde. Il n'y a pas de vérité de la femme, mais c'est parce que cet écart abyssal de la vérité, cette non-vérité est la vérité. Femme est un nom de cette non-vérité de la vérité. Le philosophe qui croit, crédule et dogmatique à la vérité comme à la femme n'a rien compris. Il n'a rien compris ni à la vérité, ni à la femme. Alors, il y a essentiellement, leçon pour ce matin, une leçon que j'ai envie de vous faire passer, ou une idée, c'est que le genre, c'est-à-dire quand on dit homme, femme, non-binaire, c'est une réalité complexe. Ça signifie que plusieurs aspects de la réalité sont imbriqués dans ce phénomène qui est à la fois biologique, psychologique, sociologique, existentiel et politique. Chacun de ces aspects est irréductible aux autres et requiert un discours et une conceptualité avec elle un niveau d'objectivité et de justesse propre. De plus, les croisements entre ces aspects sont complexes et nécessitent d'être traités minutieusement, et aucun de ces aspects ne peut être considéré comme l'unique vérité du genre. Vous avez sûrement déjà vu une version naïve et profondément incomplète de cette idée dans des infographiques du style « la licorne du genre ». Je considère ça comme un pas pire départ, mais pour nos fins, philosophiquement, c'est radicalement insuffisant. Donc, je vais simplement montrer un peu comment on peut approfondir ça. On commence avec le sexe biologique. Alors, les êtres humains se reproduisent de manière sexuée et ont différentes caractéristiques sexuelles. Des organes, des hormones, et avec elles tout un paquet de caractéristiques sexuelles secondaires, des chromosomes, des gamètes, qui méritent chacune d'être classées entre mâle, femelle et intersexe ou indéterminé. Le discours qui les analyse, la biologie, est une science naturelle, objective, dont les résultats, bien qu'imparfaits et légèrement influencés culturellement, sont hautement fiables. Les lois de la biologie n'ont pas la même régularité que les lois de la chimie ou de la physique. Elles sont vraies à peu près 98-99% du temps. Par exemple, chez les espèces à reproduction sexuée à deux sexes, les individus se séparent biologiquement entre mâles et femelles. Parfois, certains individus sont intersexes. Parfois, certains individus appartiennent à une espèce capable de, par la technique, jouer avec ses caractéristiques biologiques de sorte à avoir, objectivement et empiriquement, une biologie ambiguë du point de vue de la division sexuelle. Moi, par exemple. Une ressource qui peut nous aider là-dedans va être Donna Haraway, qui est biologiste en plus d'être philosophe et qui écrit dans le manifeste Cyborg que les sciences de la communication et la biologie moderne sont construites dans un même mouvement, celui où le monde devient un code à découvrir, celui de la translation, de la traduction, de la recherche d'un langage commun,
dans lesquels toute résistance au contrôle instrumental disparaît et où toute hétérogénéité peut être soumise au démantèlement, au réassemblage, à l'investissement et à l'échange. Un joli monde qui nous est ouvert. Ensuite, ça c'est pour la biologie, deuxième aspect, on a le genre comme rapport social, culturel et symbolique. Donc des hommes, des femmes, des anormaux, du langage, du style, de la subversion, etc. L'analyser, c'est se demander comment est-ce que le genre fonctionne socialement. Et la théorie appropriée, c'est la performativité par Judith Butler. En gros, le genre fonctionne comme un code répété, et c'est parce qu'on l'a construit pendant des millénaires qu'il semble si stable. Je saute les détails, mais là-dedans, on a des idées d'intersubjectivité, de reconnaissance, il y a de la phénoménologie, une discussion riche avec le matérialisme et la psychanalyse, il y a du postmodernisme et autres digressions lesbiennes. On peut y lire, par exemple, que lorsque le phallus est lesbien, il est et n'est pas une figure de pouvoir masculiniste. Le signifiant est significativement divisé, car il rappelle et déplace à la fois le masculinisme par lequel il est contraint. Et dans la mesure où il opère au site de l'anatomie, le phallus produit et reproduit le spectre du pénis uniquement pour réaliser sa disparition, pour réitérer et exploiter sa perpétuelle disparition comme occasion du phallus. Ainsi s'ouvre pour l'anatomie et pour la différence sexuelle elle-même la possibilité de devenir un site de resignification proliférante. Une seconde. C'est aussi parce que le genre est une performance qu'on peut jouer avec. Soit en changeant peu à peu la signification de ces catégories en les citant différemment, ce que Judith Butler appelle la subversion, soit en usurpant l'assignation de genre qui nous a été faite à la naissance en transitionnant, ce qui signifie dans ce contexte jouer les codes d'un autre genre pour devenir, socialement et performativement parlant, membre de ce genre. Et croyez-moi, je suis aussi surprise que vous que ça marche, mais dans les faits. Ces codes de la société sont objectifs dans les mesures où on les partage, de la même manière donc que n'importe quel construit social. Le discours qui les analyse est philosophique et sociologique, avec les niveaux de justesse et d'objectivité qui viennent avec. Remarquons, pour souligner la complexité, que la théorie de Butler explique pas comment le genre fonctionne, mais dit pas pourquoi est-ce que certaines personnes sont trans. Son discours sert pas à ça. Et à ce point, elle redirige vers la psychanalyse en passant vers une déconstruction de Lacan. Maintenant, troisième aspect du genre, il y a le genre comme rapport politique. Parce que le genre, c'est pas juste la bullshit construite historiquement, c'est aussi de la bullshit oppressante. Et ce sont les féminismes qui sont appareillés pour en repérer les injustices et les critiquer, avec leur concept d'écarts salariaux, de charge mentale, de violence sexuelle, de féminicide, de violence obstétricale. Oh, by the way, mini parenthèse. Une recherche récente fait part, et c'est une sous-estimation, de 35 stérilisations imposées à des femmes autochtones sur le territoire du Québec depuis 1980, la plus récente ayant lieu en 2019, plus récente recensée. C'est une tabarnak de disgrâce. Ces discours féministes sont aussi philosophiques et sociologiques, mais aussi économiques, militants et littéraires. On peut penser à Julia Serrano qui nous dit « Puisque les discriminations anti-trans sont imprégnées de sexisme traditionnel, il ne suffit pas pour les activistes trans de simplement braver les normes de genre binaires, c'est-à-dire du sexisme oppositionnel. Nous devons également contester l'idée selon laquelle la féminité serait inférieure à la masculinité et le genre féminin inférieur au genre masculin. En d'autres mots, l'activisme trans doit être à la base nécessairement un mouvement féministe. » Donc voilà pour le discours féministe qui peut parler de genre. Finalement, dernier point, on a ce qu'on appelle l'identité de genre. Et là, il faut faire très attention avec ce concept parce que d'un côté, il est lui aussi galvaudé et extrêmement mal discuté, et de l'autre, il peut sembler très essentialiste, ce que pour des raisons philosophiques, psychologiques et féministes, on veut absolument éviter. Justement, des représentations comme la licorne du genre que je vous ai affichée un peu plus tôt, semble signifier que l'identité de genre, c'est un trait essentiel d'un être humain, qu'on ne peut pas remettre ça en question. Encore une fois, c'est largement insuffisant. Donc, quand moi je dis mon identité de genre, c'est femme, le sens que je donne à ça, c'est de tous les codes genrés que notre civilisation a créés, c'est dans les codes féminins que je me sens mieux et que je peux devenir qui je suis.
Je peux tout à fait maintenir ça en tenant compte des complexités symboliques, politiques et philosophiques que ça soulève. Je crois par ailleurs que l'identité de genre, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui existe, mais c'est aussi quelque chose qui est par nature subjectif. Il n'y a que moi qui puisse en faire l'expérience, et je ne peux pas vous faire ressentir mon identité de genre de la même manière que vous vivez la vôtre. Je peux vous décrire mon expérience, je peux l'exprimer littérairement, je peux raconter à quel point c'est handicapant de ne pas pouvoir me réaliser, mais je ne pourrai jamais vous fournir une preuve de mon identité de genre. Je ne peux qu'en faire un témoignage qui nécessite, pour être reçu, de l'ouverture plutôt que de l'analyse. Ou vous pouvez aussi vous fier aux recherches en psychologie qui montrent, coup sur coup, que la seule bonne avenue pour soulager la dysphorie de genre, c'est la transition, qui a des taux de succès en termes d'intervention extrêmement élevés. Le concept duquel les personnes trans ont accouché pour décrire cette réalité, c'est l'euphorie de genre. Ce sentiment qu'enfin, les choses sont alignées. Non pas que devenir femme, homme ou non-binaire règle tous nos problèmes, mais ça nous donne le lieu à partir duquel tout problème existentiel peut enfin commencer à être vécu. L'auteur que j'aime pour aborder cet aspect-là, cet aspect existentiel du genre, c'est Nietzsche, qui nous dit que toute bête philosophique, la bête philosophique comme les autres, tend instinctivement vers un optimum de conditions favorables au milieu desquelles elle peut déployer sa force et atteindre la plénitude du sentiment de sa puissance. Donc, quand vous voyez une personne trans, dites-vous que c'est une volonté de puissance qui cherche sa meilleure expression, puis tenez-vous-en à ça. Pour cette euphorie de genre, les personnes trans sont capables des plus grandes prouesses et des plus grands sacrifices. Si la transition va nous coûter position sociale, amis, relations, famille, confort, sécurité, on va le faire. Parce que pour nous, la transition est une nécessité. Parce qu'on ne saurait vivre autrement ce petit moment d'éternité qui nous est imparti avant de retourner au néant. Donc voilà pour un portrait général. Mais ça se complique encore quand on veut rendre compte des liens entre les différents aspects dont je viens de parler. J'ai dit qu'ils étaient irréductibles, mais il ne faut pas insinuer qu'ils n'ont aucun rapport. Premier exemple. Comment est-ce que l'identité de genre est reliée au sexe biologique? Ce que j'en pense personnellement, c'est qu'il y a un rapport avec la régularité normale des phénomènes biologiques, ce qui expliquerait la proportion d'environ 1% de personnes trans dans la population générale. Ça expliquerait aussi pourquoi la transition hormonale et les chirurgies d'affirmation de genre soient si effectives et bienfaisantes pour les personnes trans. On est mieux dans les corps adaptés endocrinologiquement et physiologiquement à notre identité de genre. Autre question, autre complexité. Comment conjurer la critique féministe qui voit la féminité comme une subjectivité opprimée et d'un autre côté le fait qu'on ait besoin de devenir femme? Il n'y a rien d'innocent à revendiquer socialement le genre féminin et il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. C'est une contradiction dont chaque femme, cis ou trans, fait l'expérience quand nous nous demandons comment assumer notre féminité, ce qui témoigne beaucoup plus de la complexité de la condition humaine que de l'insuffisance de nos concepts. Autre question, est-ce que j'ai déjà été un homme? Oui et non, dépendamment de quel aspect on parle. Il y en a dans la salle qui ont déjà enseigné à ce petit gars-là. Ou encore, comment est-ce que tous les savoirs que j'ai mentionnés jusqu'ici sont-ils reliés à une phénoménologie de la technique? Le fait que le genre devienne l'objet de la rationalité technique et instrumentale n'a, lui non plus, rien d'innocent. Nous y lions notre subjectivité, ou plutôt nous construisons notre subjectivité à travers elle par auto-affectation. C'est bien qu'elle nous fait, c'est pourquoi j'ai un rapport extrêmement critique aux institutions médicales. C'est bien qu'elles nous permettent la transition, mais il ne faudrait pas qu'elles détiennent la signification, ou donc qu'elles détiennent le sens des personnes trans, et donc le pouvoir. Les hormones sexuelles sont bien sûr, pour les amateurs de Derrida, des pharmacones. On peut lire Paul Preciado pour comprendre cela. Dans Testo Junkie, que vous devez absolument lire genre maintenant, on lit que le dispositif de subjectivation que nous pouvons reconstruire à partir de la théorie hormonale du début du 20e siècle est un ensemble de réseaux institutionnels et techniques où se produisent des artefacts vivants qui, à l'intérieur d'un contexte culturel déterminé, acquièrent une reconnaissance politique. Le sujet pharmacopornographique émerge d'une architecture scientifico-technique connectant des éléments aussi hétérogènes que bateaux négriers, testicules de baleine, soldats impuissants, institutions pénitentiaires, esclaves engrossés, textes biochimiques et monnaie.
c'est dense comme une étoile morte, mais l'idée, c'est le genre, c'est un concept technique avec lequel nous faisons société. Et une phénoménologie peut rendre compte de la complexité de ça. Donc voilà certaines des complexités qu'il nous faut aborder si on veut commencer à parler sérieusement de genre et de sexualité. Et nous devrions. C'est une des questions les plus importantes de notre temps parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout le monde est en train de bad-tripper ben raide à propos du genre. Maintenant, quelques petits conseils pour approcher ces sujets-là en classe. Donc, ça vient de moi, vous en faites ce que vous voulez, mais les étudiantes et les étudiants sont généralement assez avides quand j'en parle, y compris les jeunes femmes de Victoriaville qui n'ont entendu parler de personnes trans que sur Reddit, 4chan et Pornhub. Premier conseil, ne jamais oublier que, au-delà des plaisirs de la spéculation à laquelle nous nous adonnons, il y a des jeunes trans et non-binaires qui vivent dans un monde cruellement intimidant. Moi, je suis à l'aise d'en parler ouvertement, puis je me sens capable de faire face à n'importe quelle question problématique, mais mes jeunes bibis trans, là, dans vos cours, ne devraient pas avoir à être armés d'études de 2e cycle en philosophie pour défendre constamment leur simple existence. Donc, petit rappel général. Deuxième conseil, et c'est là que je m'en viens un petit peu désagréable, comprenez que vous comprenez probablement rien à ces questions et allez vous renseigner un peu. Certains énoncent une opinion sans même connaître la différence entre une femme trans et une drag queen. C'est gênant. À moins que vous fassiez le travail conceptuel que je vous ai proposé, à moins que vous fassiez le travail de déconstruction de la transphobie qui nous a tous et toutes modelés, moi la première, à moins que vous connaissiez intimement une réalité trans, l'opinion que vous avez sur le sujet n'est pas solide. Elle peut être intéressante, elle peut émerger d'un esprit intelligent et bienveillant, mais elle n'est pas encore bonne. Je peux vous faire des petites recommandations. Les gens que j'ai cités volontairement dans la présentation, mais aussi des choses peu philosophiques qui permettent de rendre compte d'un vécu. Je pense à une magnifique bande dessinée de Sophie Labelle. Ça s'adresse à des adolescents, mais pour vrai, lisez-la rapidement. C'est cute, ça donne un espèce d'aspect du vécu. Si vous voulez un roman, je recommande chaudement Valide de Chris Bergeron. Et c'est un futur dystopique avec beaucoup d'enjeux d'intelligence artificielle. Donc, si vous avez vu la conférence à Jonathan hier, et vous avez trouvé ça brillant, mais vous allez trouver des choses intéressantes là-dedans. Ou sinon, vous pouvez aussi une super belle exposition qui vient d'ouvrir au Musée de la Civilisation qui s'appelle Unique en son genre, pour lequel j'ai fait un travail de consultante, puis franchement, c'est bien foutu. Ça rehausse pas mal le niveau de la discussion publique sur ces enjeux-là. Alors, pendant que vous êtes à Québec, vous pouvez aller au Musée de la Civilisation. Troisième, ça c'est un extrait de la BD, je te laisse là. Troisième recommandation, troisième conseil, aborder ces questions-là d'identité de genre avec humilité et ironie. La vie est absurde et l'humanité s'est dotée de concepts de genre tout aussi bouffons que problématiques, à travers lesquels chacun et chacune essaye néanmoins de se faire une petite vie. Donc on se respecte, on peut tous et toutes avoir du plaisir et en rire. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens pensent qu'on n'a plus le droit de rien dire ou de faire des blagues? Je veux dire, moi j'en fais tout le temps. Par exemple, j'écris beaucoup au tableau, puis tu sais, des fois c'est boboche, des fois c'est lettre. Puis une des blagues que je garde en réserve, comme pour m'excuser un peu doucement, c'est ah ouais, c'est lettre, hein? Je vais considérer ma transition incomplète quand j'aurai une calligraphie qui a de l'allure. Autant dire que je serai jamais une femme. Formellement, c'est une blague qui est super problématique dans la mesure où on invalide le genre d'une personne trans, mais bon, c'est moi qui le fais. Dans ce contexte-là, c'est correct. Mais c'est possible de rire du genre, même dans la position d'homme, cisgenre, hétérosexuel, blanc, de 45 ans, coupable, donc, bien sûr. Après, ce comédien, là, je ne suggère pas de prendre cet exemple-là dans les classes nécessairement, mais tu sais, c'est juste pour donner l'exemple. Bref, ce comédien qui monte sur scène et qui dit « Vous savez comment je sais que les femmes trans sont des femmes? Pas plus capable de les faire jouer. » Quatrième conseil, multiplier les exemples en lien avec la matière. Juste question de donner un peu de visibilité. Là, c'est pas une liste exhaustive, mais quelques exemples que j'ai, c'est quand j'enseigne l'utilitarisme puis qui nous dit
j'ai pas mis la citation, mais lorsqu'il s'agit de savoir lequel de deux plaisirs a le plus de prix, ou lequel de deux modes d'existence donne le plus de satisfaction à la sensibilité, il faut bien tenir pour définitif le jugement des femmes trans qui sont qualifiées par la connaissance qu'ils ont de l'un et de l'autre. Mais j'explique dans la matière que quand même par une dose de subjectif. C'est pas parce que moi je préfère la vie féminine que je recommencerai à n'importe quel gars de transitionner. Donc, se servir de ce genre d'enjeu-là pour donner un exemple ou nuancer un peu la matière. Deuxième exemple, ça peut être, en abordant la question du rapport à la technologie ou la machine, on peut ouvrir la discussion sur le fait que le genre devienne technique, et pas juste pour les personnes trans. Je rappelle que l'estrogène, c'est le produit pharmaceutique ayant généré le plus de profit et par une marge qui n'a aucune espèce de bon sens. C'est-à-dire que les corps sexués de milliards de personnes sont régulés technologiquement. Troisième exemple, quand j'enseigne les différents types de discours en 101, je fais à peu près ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire montrer que certains objets conceptuels comme le genre sont complexes et doivent être abordés simultanément par plusieurs discours différents. Je conclus. La question du genre est en plein bouillonnement autour de nous. Une de nos tâches comme prof de philo, c'est d'offrir les moyens d'élucider cette question. Merci collègues pour votre écoute, en souhaitant avoir pu vous être utile et en vous souhaitant bien sûr un magnifique mois de la fierté.